Une des particularités du Paris Games Week, les enfants, bah oui, on voit des nouveautés, c'est très très bien, mais la nouveauté sans ce qui a été fait avant, bah comment ça se passe? Heureusement, on a la chance d'avoir Philippe Dubois de mo5.com pour la préservation du patrimoine vidéoludique, mais on y revient juste après. D'abord Philippe, comment vas-tu et qu'est-ce que tu penses de cette édition 2023? Eh bien salut, écoute, on est très content d'être à la Paris Games Week 2023, surtout que cette année est une année exceptionnelle pour Mo5, puisque nous fêtons nos 20 ans. Voilà, nous avons été créés il y a exactement 20 ans, et le CEL, donc, qui organise le salon, a été extrêmement bienveillant à notre rencontre, comprenant l'intérêt pour nous, l'importance de nos 20 ans, et donc nous soutient, nous subventionne, et on est vraiment très heureux. On a un très beau stand dans lequel on a plein de machines, et il n'y a même pas de thème particulier à part les 20 ans, c'est juste vraiment accueillir un maximum de gens et se faire plaisir avec tous les jeux vidéo qu'on aime sur des machines historiques, évidemment, toujours. Et tu vois, moi ce que j'aime beaucoup sur ton stand, c'est qu'on voit quand même toutes les générations présentes, comme quoi le jeu vidéo réuni. Est-ce que c'est ça aussi la préservation du patrimoine vidéoludique? Ça fait partie clairement de notre mission, parce que tu sais très bien qu'il y a des milliers de collectionneurs avec des très belles choses comme nous, dans très belles collections, mais si on ne les valorise pas en espace, si on ne les met pas à la disposition du public, qui est potentiellement le public finalement, on peut le voir ainsi, du futur grand projet du Musée national français du patrimoine numérique et des vidéos qu'on veut créer, eh bien ça n'a pas tant d'intérêt de garder les choses chez soi. Il faut les montrer, il faut que les gens puissent jouer avec. On a des papas, des mamans qui viennent avec leurs enfants, qui montrent, voilà, ça c'était ma première console, c'était pour mon premier jeu. On a eu tout à l'heure un couple de gens avec leurs enfants qui ont montré Pong, parce que c'était la première console de jeu qu'ils ont eu à la maison, en noir et blanc, sur une télévision en noir et blanc. C'était super. Et nous, on est tellement contents quand ça se produit, toi, ces témoignages d'affection, d'amour pour ce patrimoine vidéoludique et cette importance historique de tout ce patrimoine-là, de cette culture du jeu vidéo. Et nous, c'est ce qui nous porte dans nos efforts pour justement continuer de travailler à l'association et porter ce projet de musée national. Voilà. Alors justement, là tu parles des 20 ans de Mo5. Il s'en est passé des choses en 20 ans. Ça a commencé comment et où on en est aujourd'hui? Parce que justement, tu parles de musée et c'est vachement important. Ah oui. Alors, pour t'expliquer comment tout ce qui s'est passé, il y en a pour plusieurs jours. Je ne sais pas si tu auras assez de mémoire. Mais non, mais très vite fait, en 2003, si tu veux, moi j'étais déjà un très gros collectionneur, j'avais beaucoup de choses. Et j'avais déjà fait une exposition à la Villette numérique en 2002. Et en fait, on s'est recueillis avec des journalistes, avec Douglas Alves, Joseph Rodon, avec David Soumet, avec plein d'amis, Jacques Molly, etc. Et on s'est dit, mais pourquoi on travaillerait pas vraiment ensemble, en mettant ensemble en commun notre expertise, nos connaissances, notre matériel, nos collections, et puis notre volonté, cette envie de créer, de participer à la création d'un véritable musée national français du patrimoine numérique et des jeux vidéo. Et c'est ça qui est le plus important, effectivement. C'est ce qui nous soude depuis 20 ans et ce qui fait que l'association, depuis 2003, ne cesse de progresser dans ses réseaux et dans ses projets. Et là, actuellement, je peux le dire, en 2023, on est à quelques semaines à peine d'une communication portée par les plus grandes institutions patrimoniales françaises, dont le CNAM, le CNRS, l'INRIA et Mo5, qui sont qu'il y a véritablement un véritable projet de musée national dédié à l'informatique, au numérique, qui est en train de se créer. Voilà. Et le message que je veux faire passer, c'est que pour nos 20 ans, tout le monde peut participer à ce projet de musée national des jeux vidéo et du numérique, simplement, par exemple, en adhérant à Mo5. C'est très simple, finalement. Et donc là, ça y est, tu es en train de nous dire qu'il y a une chance que ça se concrétise. Exactement, et on y travaille depuis des mois, on a beaucoup de choses à annoncer, on a réuni parmi les plus grandes collections de vieux matériel informatique des années 60, des collections de micro-ordinateurs de la gamme R2E Micral, et l'inventeur du micro-ordinateur français. On a notre campagne de financement d'ailleurs pour l'acquisition et la restauration d'un Micral N qui est en cours, auquel les gens peuvent participer parce qu'il faut qu'on arrive à atteindre la somme qu'on a dédiée. Voilà, il y a plein de projets auxquels on peut participer, oui, on est vraiment sur les starting blocks pour qu'enfin en France il y ait une véritable institution nationale, et j'insiste bien sur nationale, portée par le gouvernement, par les ministères, dont la mission soit la préservation du patrimoine numérique, et dans laquelle évidemment Mo5 aura une part du gâteau vraiment très majoritaire. Et une question un peu candide, on va dire, mais est-ce que pour cette création du musée, on s'inspire de l'exemple de d'autres pays ?
Ah ben pleinement, il faut savoir que le premier musée du jeu vidéo européen, c'est le Computerspiel Museum de Berlin, qui est un exemple pour tous les musées finalement européens, et voire même certains du monde. On peut également citer le Computer History Museum aux États-Unis, qui est un très très bon exemple, puisqu'il dispose de grands espaces de préservation de collections, mais également des halls complets avec des expériences pour les enfants, avec des classes, on explique la programmation, le fonctionnement des ordinateurs, du numérique, etc. Et c'est exactement ce qu'on vise en fait. Et ce qui est le message qu'on peut faire passer, que l'on fait passer, nous, même à MO5 et d'autres institutions maintenant dans ce projet du musée national, c'est qu'effectivement ce sont des modèles qui marchent. Il n'y a même pas à se poser la question de « Oh mon Dieu, peut-on vraiment créer un musée national de jeux vidéo ?» Non, ça marche dans le monde entier. Il n'y a qu'en France où nous n'en possédons pas. Et donc on a tous les éléments, on a toutes les connaissances, on a tout le réseau, notamment chez MO5, mais pas que, pour arriver à créer un grand musée national qui soit vraiment parmi les plus pertinents du monde. Et si ça s'est pas créé avant, est-ce que tu penses que c'est parce qu'on avait peut-être une vision du jeu vidéo qui était édulcorée et qui a évolué depuis ? C'est notamment pour des raisons, en fait, il faut bien le voir comme étant une décision politique. On est en France qui a un passé numérique qui est assez important jusqu'à la fin des années 70, mais à partir de là, il y a un virage pour partir un peu plus vers le social et l'économique. Mais finalement, on a toujours ce passé-là numérique qui nous tend les bras. On parle du premier micro-ordinateur du monde, qui est une invention française, le Micral N. On peut parler du projet Cyclade, de l'Internet à la française. On peut parler du Minitel. On peut parler du plan informatique pour tous, de plein de choses. En fait, dans les années 80, 70, 80, qui ont très très bien marché et qui auraient pu d'ailleurs hisser la France au même rang, ou en tout cas lui donner la chance de posséder ce qu'on appelle un GAFAM, mais à la française. Et finalement, nous ne l'avons pas, mais il n'est pas trop tard. Le message qu'on porte aux institutions, du moment que le gouvernement comprend véritablement et qu'on aide à comprendre les enjeux du numérique et toute la culture et le patrimoine que nous on porte par rapport au numérique, une fois qu'ils auront bien saisi cette question, et il y a 3 lettres actuellement qui sont déposées dans les cabinets de 3 ministères français différents pour justement porter notre projet du musée national. Il faut le savoir, il y a des signatures en cours, des personnalités, il y a des prix Nobel, enfin voilà, c'est vraiment une très très grande entreprise qui se monte, un formidable château, et donc on est vraiment à 2 doigts de réussir. Et donc on va réussir, je dis on va réussir. Mais bien sûr que ça va réussir. Et on sera tous très très heureux de pouvoir visiter ce grand musée national des jeux vidéo et du numérique dans quelques temps. Ah, c'est extraordinaire. Et alors, dans les dernières questions, je me posais cette question. À l'heure du tout dématérialisé, est-ce que tu penses que ça va être justement un rempart qui va permettre peut-être de faire un petit peu machine arrière ? Surtout de faire comprendre l'intérêt de la démarche. Alors il y a toujours le pour et le contre le dématérialisé, hein. On a fait un édito en 2012 sur le sujet, t'imagines, il y a 11 ans de cela, pour dire attention danger, justement, sur le fait que si on passait pleinement en matérialisé, en dématérialisé, tout ce qu'on a connu sous forme de cartouches, de CD-ROM, etc., tout cela allait partir à la benne, et ça concerne des millions de jeux qui peuvent disparaître du jour au lendemain parce que quelqu'un débranche une prise. Donc c'est très malheureux par rapport à la culture et au patrimoine, évidemment. Mais après, il y a d'autres intérêts pour le dématérialiser, comme l'accessibilité, comme le prix potentiellement, comme le fait, comme le font certains éditeurs, de porter d'anciens titres, de refaire des remakes ou des remasters sur les plateformes actuelles, donc de pouvoir jouer, je dis n'importe quoi, sur sa Xbox ou sa PS, à des jeux sortis sur PS1 ou la première Xbox, tu vois, par exemple. Ça existe, si ce n'est que ça concerne qu'un tout petit échantillon de tous les jeux qu'ils ont pu sortir sur ces machines-là. Et nous, on est là justement, MO5, mais on n'est pas les seuls. Il y a bien d'autres associations en France et dans le monde avec lesquelles on a d'excellents contacts. Il y a un maillage international vraiment très important avec des projets qui se montent parallèlement ensemble pour justement préserver tout ce qui est matériel, puisqu'il disparaît évidemment, et pour le préserver et le valoriser dans ce grand futur musée national dédié. Voilà. Et c'est quand même un sacré paradoxe, mais c'est un sacré challenge, être rétro et être avant-gardiste. Ouais, c'est assez amusant de dire aussi, c'est une des casquettes qu'on peut revêtir, on n'est pas historien chez MO5, mais quoique peut-être un jour on le saura, j'en sais rien, on verra bien, mais ce qui est rigolo, c'est que finalement, ou peut-être un peu triste aussi, c'est que justement, comme je te disais, en analysant tout ce qu'a produit la France, en discutant avec les ingénieurs de l'époque, en 70-80, par rapport à tout ce qui a été inventé, je veux dire, Google, on avait inventé en France Google en 80, on avait inventé PayPal, on avait inventé l'IA, les moteurs de recherche intelligents, on pouvait taper sur son Minitel ou Télétel, mon chien est malade, et hop, tu avais une réponse à la clinique la plus proche. Et le paiement par carte bleue, avec carte à puce, évidemment. On a tout inventé, ou beaucoup de choses, si ce n'est que voilà, les gouvernements d'avant se sont un peu détournés de cela. C'est tombé en désuétude, mais heureusement c'est là. Nous,
justement une des missions sacrées, évidemment pour MO5 c'est préserver le patrimoine numérique, mais qui plus est quand il s'agit de patrimoine numérique français, mais là c'est cocorico, on est encore plus content, tu vois. Et effectivement, maintenant qu'on a la chance d'avoir des outils de communication qui nous permettent d'interviewer les gens, de faire des vidéos, de restaurer des machines comme le Micral N ou les premiers exemplaires de prototypes de Télétel, de Minitel, il y a un serveur Minitel, tu iras voir, qui tourne, etc. On est tellement content et fiers aussi de pouvoir redorer le blason à ce numérique français qui a une histoire mais qui est passionnante avec des ingénieurs mais brillantissimes qui sont un peu tombés voilà, un peu en désuétude mais qu'on a le moyen de refaire briller pour l'avenir dans ce gros projet de musée national français. Voilà. Ah puis de temps en temps on a le droit d'être chauvin, merde. Et puis merde, on peut être chauvin, on est français, fiers de l'être. Merde. Exactement. Alors ma question préférée Philippe, oui. Je sais que je te l'ai posée l'année dernière, je te la repose parce que je suis un dingue. Tu es ouf. Philippe, le mot de la fin. Le mot de la fin, soutenez les associations comme MO5, on n'est pas les seuls mais on est parmi les plus actifs, hein, comme vous le savez certainement. C'est très important que vous nous souteniez, que ce jeu vidéo là que vous adorez certainement, c'est votre culture, c'est votre vie, c'est votre ADN. Nous sommes là, nous, pour porter un peu les gardiens du temple, pour porter cet ADN là, cette culture pour les générations à venir. Donc soutenez-nous, participez à la campagne de financement du Micral N également pour qu'on puisse la terminer et finir de restaurer ce premier exemplaire, cet exemplaire du premier micro-ordinateur du monde, hein, de Micral N. Voilà, il faut véritablement nous soutenir, il faut le savoir, je le rappelle, que malgré notre position qui est reconnue, une institution reconnue en France au même rang que les plus grandes institutions patrimoniales françaises, eh bien nous n'avons toujours aucune subvention, nous reposons toujours sur des fonds propres et donc notre force et notre soutien financier c'est vous. Voilà. Eh ben, le mot de la fin est très important, le soutien c'est important, on mettra les liens en description, en tout cas c'est un magnifique projet. Merci Philippe, merci l'asso MO5. En tout cas si vous aimez MO5, si vous aimez la préservation du patrimoine vidéoludique, vous êtes la pop culture.